donc il y a un mois, je sais, nous avions vu que la technologie était un très bon outil pour faire passer une utopie vers une dystopie. En s'installant dans un monde totalitaire, elle permet de surveiller tout le monde absolument tout le temps afin de soi-disant permettre d'éviter des conflits. Mais du coup, le problème, c'était que cela prive toutes les populations de leur liberté. En fait, c'est tout simplement un contre-coup de la révolution industrielle et des promesses qu'elle avait faites qui n'ont pas été faites. Puisqu'en améliorant nos modes de vie, en faisant un peu plus de technologie dans nos vies, elle a malheureusement transformé l'humain en espèce de robot et d'outils pour le profit. Malgré tout, ces dernières années, on a pu remarquer que dans les dystopies, les systèmes totalitaires où la technologie permet une surveillance constante par l'état de la population, c'est un petit peu moins à la mode. La raison elle est très simple. En 1989, le mur de Berlin a été détruit, ce qui a en fait symboliquement mis fin à la guerre froide. Et cette démolition en fait a montré symboliquement la disparition des systèmes totalitaires dans l'Occident, aux États-Unis, tout ça, il n'y en avait plus. Puisqu'il n'y a plus de système totalitaire, on a beaucoup moins peur d'une surveillance constante par l'État. Le monde ayant changé de visage et nos bourreaux aussi, et bien tout simplement, la dystopie, elle aussi, a changé de visage puisqu'elle se base sur nos peurs. Attention, je dis bien diminuer la peur d'une surveillance constante, pas supprimer. Cette peur, elle existe toujours dans certaines dystopies récentes, mais elle est beaucoup moins marquée que dans d'autres dystopies. Et de toute façon, on en a parlé la dernière fois, donc on va passer un petit peu à autre chose. Alors le cyberpunk, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 80. Contrairement aux dystopies qu'on a pu voir précédemment où l'État était extrêmement présent, et bien ici l'État est plutôt absent. Puisqu'en fait, les régimes totalitaires sont remplacés par des régimes libéralistes. Le libéralisme, c'est une doctrine dans laquelle le libre jeu de l'entreprise, donc son libre arbitre, ne doit pas être entravé. Dans les dystopies, le résultat est donc que les entreprises n'ont pas arrêté de profiter, de faire du profit, et donc elles ont énormément pollué et détruit la planète. De nombreux décors de films dystopiques montrent bien cet univers très sale et très pollué où la nature a complètement disparu, comme on peut penser par exemple au film Les Fils de l'Homme. Dans de nombreux films dystopiques, l'État n'est pas vraiment représenté. Par contre, on voit énormément de grandes entreprises. On peut penser par exemple au film récent Ready Player One, dans lequel c'est l'entreprise IOI, si je dis pas de bêtises, qui est extrêmement présente. Oh, et bien sûr, les Sixers. Les Sixers travaillent pour IOI, Innovative Online Industries. C'est la deuxième plus grande compagnie au monde, avec l'ambition de devenir la première. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, au lieu d'avoir nos représentations politiques, comme l'Élysée ou la Maison Blanche, eh bien à la place, on aurait plutôt des représentants comme Walmart, Apple, Amazon ou encore Google. Par rapport aux technologies, le problème n'est plus tant qu'elles permettent une énorme surveillance, mais c'est surtout qu'en fait, elles s'insèrent dans les sphères les plus intimes de notre quotidien. Cela complexifie énormément le lien entre la machine et son utilisateur, puisque la technologie en fait devient complètement indispensable. Essayez aujourd'hui de vous imaginer vivre sans votre ordinateur, sans votre téléphone portable. Bien, ça semble assez impossible, et pourtant leur utilisation au final, c'est plutôt récent. Et du coup, dans les œuvres dystopiques d'avant, la machine a été plutôt en opposition avec son utilisateur, mais dans le cyberpunk, la relation elle est beaucoup plus ambiguë. Au milieu d'un décor dangereux et pollué avec des détritus de machines dépassées, on trouve un lien intime entre l'homme et la technologie dans laquelle l'homme est devenu dépendant de cette relation qui ne peut plus évoluer sans elle. Dans la série Black Mirror, dont j'aime bien parler puisqu'elle ne montre que des dystopies, c'est aujourd'hui l'épisode 1 de la saison 3 qui va être intéressant par rapport à tout ça. Dans cet épisode, la technologie elle est devenue tellement importante et tellement présente que c'est à travers elle en fait qu'on va juger autrui. Le principe est très simple. Vous pouvez noter les publications des gens de 1 à 5, mais aussi vos interactions avec eux. Et plus qu'une simple note sur un réseau social, par exemple comme Instagram, ça va être carrément votre note qui va vous placer dans la société et vous permettre d'entrer dans des sphères assez privées et notamment aussi vous permettre d'avoir accès à certains types d'appartements. Le personnage que l'on suit, elle essaie en fait de faire augmenter sa note pour pouvoir accéder aux sphères des gens les plus populaires, au point de complètement péter les plombs. Mesdames et messieurs, pourrais-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci. Vire-la d'ici. Je peux pas faire ça. Elle n'est plus qu'à un point. L'image des gens se retrouve intimement liée à la technologie, et notamment du coup un peu aux réseaux sociaux. Ce qui crée en fait cet effet dystopique, c'est qu'ici l'État ne surveille plus du tout les gens, parce qu'on n'entend pas parler, ce sont les gens eux-mêmes qui se surveillent.
Comme je l'ai dit, l'image de la technologie dans la science-fiction et dans la dystopie a évolué puisqu'elle n'a pas réalisé les promesses qu'elle nous avait offertes. Mais durant la révolution industrielle, la technologie n'est pas la seule à avoir fait d'immenses promesses non tenues. Il y a aussi la science qui est elle aussi devenue extrêmement centrale dans les dystopies. Si la technologie avait promis des miracles, la science, elle, encore plus. Éradication de maladies, vie plus longue, etc., etc., c'est pas vraiment ce qui a eu lieu. Déjà pour les maladies, certes, il y en a quelques-unes qui ont effectivement disparu, mais la plupart, non. Voire même pire, puisque de nouvelles maladies sont apparues ou des maladies existantes ont empiré. On peut penser par exemple au sida, ou alors à toutes les maladies liées à l'exposition à des radiations ou à des produits chimiques. Par exemple, en 86, il y a eu une augmentation suite à Tchernobyl des problèmes de thyroïde. C'est quelque chose qui existait, mais qui a été empiré par notre science. J'ai des maux de tête, c'est très violent. J'ai travaillé dans un pressing pendant 20 ans. Les produits chimiques, c'est ça qui m'a abîmé les ongles. Et ces maladies sont bien pires que d'autres, puisque certains virus ont été créés en laboratoire par l'homme lui-même. Et donc au lieu de nous soigner, eh bien la science au final nous rendrait encore plus malades. Bon après je ne vais pas lancer de débat comme quoi il y a des complots avec les lobbying pharmaceutiques, ça c'est un autre débat. Le libéralisme des sociétés dystopiques a permis une très grande liberté à la science, beaucoup trop grande même. Que ce soit à cause de la pollution, notamment due aux déchets toxiques, ou alors en jouant le plus malin avec la science, en prenant le risque d'échapper des labos des virus ultra dangereux, la science, elle a mis en danger d'éradication l'espèce humaine plusieurs fois, et pas que, puisqu'elle met aussi en danger l'éradication de la faune et de la flore. Alors ici, c'est pas super simple de vous expliquer mon propos, puisque la plupart des œuvres qui parlent de virus mortels créés par l'homme ne sont pas en fait des œuvres dystopiques, mais sont carrément dans le post-apocalyptique, comme par exemple le film 28 jours plus tard. C'est très proche, mais il y a une très mince différence. On leur a transmis un virus létal. Ils sont extrêmement contagieux, on leur a donné un inhibiteur. En fait, dans la dystopie, l'apocalypse n'a pas forcément encore eu lieu. Dans le post-apocalyptique, si, et il n'y a plus vraiment en fait de société, donc on peut plus parler de société dystopique. Le post-apo c'est super intéressant, mais ce serait plus le sujet d'autres vidéos, donc on va pas en parler ici. Du coup, ici, je vais vous parler du film L'armée des 12 singes. Je ne parlerai pas de la série tout simplement parce que je ne l'ai pas vue, mais logiquement, vu que c'est le même titre, bon, il y a de fortes chances que le propos soit le même. Pour résumer très brièvement, dans ce film, on suit James Cole, qui est interprété par Bruce Willis, et qui vit en 2035 dans un monde où la surface a été ravagée par un virus mortel créé évidemment par l'homme. Et ils ont donc toujours, la société existe, mais elle est du coup sous terre. Et ce personnage, James Cole, doit être envoyé en 1996 pour empêcher les scientifiques d'échapper le virus. Ce film dénonce les sociétés très scientifiques dans lesquelles la science est érigée au rang de religion et où du coup c'est le rationnel qui prédomine et donc les émotions n'ont plus vraiment leur place. Pourtant, même si le monde est dominé par des scientifiques, eh bien ces scientifiques commettent des erreurs. Déjà, évidemment, le virus puisqu'il a été créé par des scientifiques, mais aussi dans ce film, ils peuvent voyager dans le temps et c'est complètement foireux puisque au lieu d'envoyer James Cole en 1996, il l'envoie d'abord en 1990 où il va se retrouver le pauvre interné en hôpital psychiatrique. On est en octobre? Avril. Avril de quelle année? Vous croyez qu'on est en quelle année? 1996. Ça, c'est le futur, James. Puis en 1914 où il va se retrouver sur le front de la Première Guerre mondiale. Capitaine, ici, à gauche, qu'est-ce que vous faites ici? Ce film est sorti en 1995, soit à peu près 10-15 ans après la découverte du sida, et il montre parfaitement la peur des populations d'être détruites par un virus mortel créé par des chercheurs complètement incontrôlables. Grande nouvelle, un virus qui touchait les ratons laveurs a franchi la barrière des espèces et peut infecter les humains. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe plus de films post-apocalyptiques sur la question de virus créés par l'homme, puisque très souvent on a en introduction très courte du film la création du virus ou en tout cas la destruction des populations par ce virus, puis on suit en fait des survivants qui tentent de faire ce qu'ils peuvent pour vivre et pour recréer une sorte de civilisation. Généralement ce sont des mondes hyper sympas,
avec par exemple un manque total de nourriture, de l'eau complètement polluée, des pluies acides, des zombies, etc. Plein de choses super sympas. Mais comme je l'ai dit, le post-apo pourrait être le sujet d'une autre série de vidéos, donc passons à autre chose. Le libéralisme permet certes à nos chers savants la création de virus mortels, mais aussi, du coup, la pollution. L'industrie, c'est ce qui pollue le plus. Et donc le libéralisme, en permettant aux entreprises de profiter, permet donc aux entreprises de polluer plus. Pour ce cas, l'introduction du film Wall-E est extrêmement explicite, puisqu'on entre directement sur une terre ravagée par la pollution, tellement que les humains ont dû se barrer de la planète, et elle est du coup recouverte d'immeubles de détritus. Littéralement, puisque les petits robots Wall-E, dont on suit le dernier encore en fonctionnement, font des petits cubes de déchets qu'ils empilent les uns sur les autres. En gros, la surpopulation, la surconsommation et la surindustrialisation ont transformé notre belle planète en déchetterie géante. Malheureusement, et j'en ai parlé dans une de mes vidéos sur la nature, ce genre de décor existe déjà, et en fait le film Wall-E n'est que la représentation de la peur que ce genre de décor existant ne se retrouve sur toute la planète. Dans une autre idée, il existe notamment 2 œuvres qui montrent en fait les conséquences que pourrait avoir la pollution sur l'être humain s'il restait sur la planète, et pas comme s'il s'échappait comme dans Wall-E, sur un sujet qui est quelque chose de plutôt sensible, qui est la fertilité. Tout d'abord, dans Les Fils de l'Homme, les humains sont devenus tous infertiles. Ce film commence en 2027 avec la médiatisation de l'assassinat d'un jeune homme de 18 ans qui était à ce moment-là la personne la plus jeune sur Terre. Donc en gros, cela fait 18 ans qu'il n'y a plus eu une seule naissance sur la Terre, ce qui est énorme. Je me souviens qu'une fois, en fixant un rendez-vous, je suis tombée sur le planning de 7 mois plus tard. La page était vierge. Pas un seul nom. J'ai appelé une copine qui travaillait dans un autre hôpital. Ils avaient aucune nouvelle grossesse. Elle a téléphoné à sa sœur, en Australie. Et c'était pareil chez eux. En 1985 est sorti le roman La Servante écarlate, donc en plein pendant l'épidémie de sida, et qui montre donc que cette peur de l'infertilité n'est pas si récente que ça. Si ce titre vous dit quelque chose alors que vous n'avez pas lu ce roman, c'est parfaitement normal puisque actuellement il est adapté en série, The Handmaid's Tale. C'est très dur à dire. Dans cet univers, le taux de fertilité a extrêmement baissé d'un coup, et une sorte de secte religieuse a pris le pouvoir aux États-Unis en remettant en place une société patriarcale extrêmement dominatrice. Les hommes ont bien sûr l'autorisation de travailler, sauf s'ils sont homosexuels, prêtres, ou qu'ils ont fait des avortements parce que là ils sont pendus, mais sinon les hommes ont le droit de travailler. Les femmes, elles, ne le peuvent plus, et elles ont des rôles très précis qui leur sont attribués de force. Parmi ces rôles, on suit une servante, d'où le titre, qui sont des femmes mises à disposition des épouses infécondes et qui sont violées par le chef de la maison tous les mois pour permettre à l'épouse d'avoir un enfant via l'utérus de sa servante. En gros, c'est ça. C'est plus clair dans la série, mais en gros, c'est ça. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. Et bien sûr, quand le bébé est né et sevré, la servante est foutue à la porte pour que le couple s'occupe de leur bébé. Contrairement au film Les Fils de l'Homme, ici, il reste des femmes et des hommes fertiles. Donc vous pouvez vous demander pourquoi des bébés ne sont pas créés de manière in vitro, puisqu'aujourd'hui la science et la technologie le permettent. Tout simplement parce que la science et les technologies sont bannies, puisque ce sont de leur faute si les gens sont devenus infertiles, et donc c'est cette pollution créée qui détruit l'humanité. D'ailleurs, les femmes infertiles ou ayant commis de graves fautes sont envoyées de force dans ce qu'on appelle des colonies, qui sont des zones extrêmement polluées que ces femmes doivent nettoyer jusqu'à leur mort. Mais rassurez-vous, c'est une mort plutôt rapide, puisque vu la pollution et la toxicité de l'air, les femmes meurent assez rapidement de diverses maladies. Rejeter la science, les technologies et revenir à une société presque moyenâgeuse et religieuse semblait donc la solution la plus logique afin de permettre à la planète d'aller mieux et de se remettre, et donc à la fertilité de revenir, etc. Bon, tout n'est pas rejeté non plus. Les familles les plus riches ont des voitures, ont des téléphones, et il existe évidemment des appareils scientifiques pour pouvoir s'assurer que les grossesses se passent bien, parce qu'elles sont quand même extrêmement rares, donc ce serait dommage de perdre un bébé pour une échographie non faite. Mais on rejette quand même le maximum de sciences et de technologies possibles. Par contre, la surconsommation, elle a totalement disparu, puisque la nourriture est rationalisée par ticket et les personnes doivent aller les chercher sur le marché. Mais ce film et ce roman série
sont quand même des cas assez rares, puisque dans la plupart des dystopies, la science, les technologies et les grandes entreprises sont quand même extrêmement présentes. Et il y a une question qu'on n'a pas encore vraiment abordée, qui est la question du virtuel. Le virtuel, que ce soit à travers nos communications sur les réseaux sociaux, nos jeux vidéo, etc., sont en train de s'améliorer et d'être de plus en plus présents dans nos vies. Bientôt, nous pourrons créer des univers dans lesquels nous pourrons devenir qui on veut, et dans lesquels surtout on ne se mettra pas physiquement en danger, puisque comme c'est du virtuel, c'est notre esprit qui sera dedans et non notre corps. On peut donc se demander, le virtuel serait-il du coup la solution pour fuir nos sociétés dystopiques? Ou au contraire, le virtuel ne serait-il pas plutôt une autre prison dystopique? Et donc c'est ce genre de questions auxquelles on va tenter de répondre la prochaine fois, donc les questions sur le virtuel et s'échapper d'une dystopie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis vraiment désolée d'avoir mis autant de temps à la faire. Je vous fais de gros bisous et je suis vraiment contente de vous revoir, si je puis dire. Bisous à vous et à très bientôt, bye. Hey, salut, tu vas bien? Bah écoute, moi ça va, hein, du coup là t'es arrivé à la fin de la vidéo. Mais tu sais quoi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Genre là, tu vois, au milieu, bah tu peux t'abonner et c'est vachement cool. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dessus et même mettre un petit pouce bleu. Et si t'es vraiment super sympa, juste là tu peux me soutenir sur Tipeee. Et puis sinon, tu peux aussi regarder d'autres vidéos. Bisous!